Rift sur Scampia, c'est quand même la banlieue où il y a le plus de drogue qui transite en Europe. Vous êtes des malades, vous n'allez pas rentrer là-bas, vous n'allez pas ressortir vivant. Il n'y a pas beaucoup de respect pour la femme. Dès qu'elles sont en l'âge de procréer, elles sont directement mises en couple et enceintes. Aussi pour déconstruire les préjugés qu'on avait aussi, nous, sur eux. Ils ont rien et pourtant ils veulent quand même nous donner. L'école est faite de ceux qui y vivent, avec leur passé, leur trajectoire de vie et leurs projets. Je suis Élodie Soldani et je vous propose d'aller à la rencontre de ces personnes pour écouter leurs histoires. Bienvenue dans le podcast Écoutez la Roche. Je suis avec Alexandra, Augustin et Christophe qui sont partis cet été avec Cœur de Roche. Cœur de Roche, c'est une association de La Rochefoucauld qui a été fondée en 2008, qui fait partie du CEMIL, du service éducatif des missions internationales La Salienne, et qui propose des projets de solidarité internationale. Pendant 2 ans, on constitue un groupe d'élèves et d'adultes et on travaille sur un projet, entre autres pour récolter des fonds. Puis pendant quelques semaines d'été, le groupe part sur place aider donc dans un autre pays pour répondre aux besoins de la population locale. Et puis ensuite, on passe une année, c'est ce qu'ils font maintenant, à témoigner de ce qui a été fait et à remonter un autre groupe Cœur de Roche. Ça a été fondé donc à La Roche en 2008 et puis ensuite il y a eu un projet Burkina Faso en 2010, Cameroun pour l'été 2014, Madagascar en 2018 et donc eux ils reviennent de Naples à cet été 2021. Bonjour. 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 Est-ce que vous pouvez nous parler de cette étape, alors vous présenterez peut-être quand vous prendrez la parole la première fois, et puis est-ce que vous pouvez nous parler de cette étape de préparation et de votre groupe, puisque vous êtes tous les trois en train de représenter les élèves qui sont absents et aussi les adultes qui vous ont accompagnés, vous parlez un peu au nom du groupe. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter à tour de rôle peut-être les élèves avec qui vous êtes partis et puis aussi les adultes? Vas-y Alexandra. Alors moi du coup c'est Alexandra. Je fais partie de cette équipe, donc on est parti à 13 élèves et accompagnés de 4 adultes. Donc il y avait donc Christophe et Augustin qui sont là aujourd'hui, Laura Maille, Marguerite, Sybille, Maëlys et Maëlys, Elisabeth, Viviane, Elisabeth, Louise, Louise, Antoine. Et voilà, non? Non. Il y a les adultes avec Madame Lesage, Madame Favreau, Madame Barthes et Madame Grégoire, qui n'est plus là aujourd'hui, mais parce qu'elle est partie de La Roche, mais qui était là avant. Et ancienne éducatrice. On a oublié Amici, on a dit Amici? Amici. Bon, je sais. Et du coup, oui, on est parti 2 semaines pendant l'été 2021 dans une banlieue de Naples qui s'appelle Scampia. Et pendant 2 ans, on a récolté des fonds pour partir, notamment pour payer les billets d'avion, pour payer le séjour sur place, pour aider aider aussi financièrement là où on allait. Alors l'objectif, si je fais pas d'erreur, c'est donc on développe un groupe et puis on s'engage sur un projet local dans un pays et sur une somme d'argent. Il me semble que dans mes souvenirs c'était 2 000 € à leur apporter pour financer un projet sur place. Oui. Voilà, c'est ça. Donc on a passé 2 ans à donc financer tout ça. Comme on partait à Naples, c'était pas comme par exemple les projets à Madagascar où le prix des billets d'avion était vraiment la part la plus importante de ce qu'il fallait financer. Donc nous, c'était à peu près l'équivalent de l'apport, me semble-t-il, à l'association locale. Et au début des 2 ans, on a commencé à récolter l'argent, mais en fait, dès le tout début du projet, on sait pas encore où est-ce qu'on va partir. Du coup, on commence à récolter de l'argent, mais sans vraiment savoir le projet. Donc c'est vrai qu'au début, c'est un peu vague et c'est parfois un peu dur de se motiver parce qu'on sait pas encore du tout pourquoi on travaille en fait. Et c'est que au bout d'1 an,
un an. Ouais, c'est ça. On décide notre destination et le projet qu'on va. Ouais, c'est au bout d'un an, une fois que le groupe est constitué depuis déjà un an, qu'on vous propose une destination. Et c'est vrai qu'entretenir la motivation quand on n'a pas d'objectif clair et défini, ça doit être difficile. Ouais, surtout qu'avec le Covid, on a eu pas mal de perturbations et donc on a choisi encore plus tard. Puis surtout des perturbations parce que les activités pour gagner de l'argent étaient assez restreintes. Qu'est-ce que vous faisiez ? Bah personnellement, moi je faisais de l'aide aux devoirs. On a aussi fait des ventes de sapins. On a été à la procure faire des papiers cadeaux pendant plusieurs heures. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Des livraisons de croissants. Ouais, il y en a beaucoup qui faisaient pas mal de babysitting. Je pense à Sybille, il me semble à Missy et Maëlys. Ouais. Et puis ouais, donc il y avait des actions un peu régulières comme ça, donc comme le babysitting et les devoirs, et puis des projets qui s'étalaient sur une semaine en général, comme les ventes de sapins ou à la procure. On profite de Noël pour. Est-ce que tu as l'impression que ça a permis de souder le groupe, des actions collectives aussi, parce que le babysitting c'est quand même individuel. Au niveau de l'équipe, ça a quelle retombée de faire ensemble des paquets cadeaux, de prévoir les plannings, etc. Bah en fait la procure quand on a fait les papiers cadeaux, on était deux et on tournait. Et donc du coup on a pu rencontrer un peu tous les membres du groupe dès le début parce que c'était Noël 2019, donc on a pu un peu tourner et rencontrer un peu tout le monde. Et ce qui a fait qu'on s'est soudés, mais aussi après on a fait un week-end de groupe. Et c'est là où on s'est vraiment tous rencontrés, on s'est vraiment tous connus, voilà. Ouais. Et il y avait par exemple aussi les livraisons de croissants. En fait on les livrait par groupe de 2. Par binôme de 2, du coup, en fait, on a fait pas mal de petites activités où on avait l'occasion de rencontrer une personne en particulier à chaque fois, et on essayait de tourner un peu pour. Oui, parce que l'objectif à ce moment-là, c'est aussi de souder le groupe, un groupe qui va vivre ensemble dans des conditions parfois un petit peu difficiles, d'hygiène, etc. Pendant 2-3 semaines après, et qui, du coup. Doit bien s'entendre, éviter les frictions, les tensions, savoir se découvrir, se connaître les uns avec les autres, et puis s'il y a des choses à mettre au point, les mettre au point dès le début, pour ensuite partir sereinement. Oui, c'est ça. Il n'y a pas que récolter de l'argent, il y a aussi essayer de créer un peu une ambiance de groupe pour que les 2 semaines de cohabitation se passent bien, quoi. Et donc une fois que vous partez sur place, donc vous avez récolté les fonds, on vous propose le projet. Vous en saviez plus sur le projet ? Qu'est-ce que vous saviez ? Qu'est-ce qu'on vous a présenté avant de partir ? Pour moi, c'était quand même très vague. On nous avait dit qu'on allait faire de l'animation, donc c'était plus de la solidarité comparé au projet précédent où c'était vraiment de l'aide manuelle, etc. Nous, c'était vraiment de l'aide. C'était tout un côté émotionnel, un côté de rencontre de l'autre et des enfants, d'aller les divertir, etc. On avait rencontré une fois le frère qui tenait le groupe de jeunes, le frère Enrico, par visio. Mais il nous avait fait un truc assez vague. En 15 minutes, c'était réglé. On avait quelques informations, mais on connaissait pas vraiment ce qui se passait. Et après, dès qu'on est arrivé là-bas, on a vraiment découvert et c'est là qu'on s'est dit c'est pas parce qu'on va pas loin que c'est pas bien. Et c'est là qu'on s'est dit qu'en fait le côté émotionnel de la rencontre, et c'est là qu'on l'a. C'était bien, quoi. C'était aussi une vraie valeur ajoutée. C'est ça. Ouais, pour nous comme pour eux. Et on s'est rendu compte que c'était aussi un échange. On n'y allait pas que pour les populations locales. On y allait aussi pour nous. C'est un peu aussi le projet du CEMI, c'est-à-dire que c'est un échange qui doit aller dans les deux sens. Même si on apporte aussi de l'argent, on apporte aussi. Et quand vous arrivez sur place, vous êtes dépaysé, c'est comme d'habitude, vous êtes surpris. Qu'est-ce que vous voyez ? Je me souviens quand on est arrivé, en fait. On est arrivé dans un peu ce centre aéré et on était arrivé en van avec le frère Enrico. On est arrivé et dès la grille, il y avait plein d'enfants qui nous attendaient, alors que il y avait d'autres jeunes qui étaient là depuis quelques semaines, des Français, qui nous expliquaient un peu comment ça se passait tout ça. Et ils nous ont dit c'est exceptionnel qu'ils viennent vous voir à la grille. En fait, ils étaient super contents de nous voir. Ils étaient un peu ils avaient hâte comme nous en fait. Et du coup déjà ça faisait plaisir et tout. Quand on est arrivé, ils nous attendaient. Bon, on parlait, on était un peu, on savait pas trop quoi faire, on disait ciao un peu partout comme ça. Et après on s'est installé hyper rapidement et je me souviens on est directement allé jouer avec eux dehors. Et c'est vrai qu'au début c'était un peu
on savait pas gênant, trop quoi quand même. faire. Oui. Un peu hésitant. Enfin, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait déjà une barrière de la langue, et puis même Marguerite, donc qui elle parle italien, et pour elle c'était plus facile, mais sur place ils parlent aussi napolitain, et donc même pour elle il fallait que eux parlent italien. Mais après, je me souviens que assez rapidement, en fait, les Français qui étaient là sur place avant nous ont commencé à nous les présenter, un peu les fratries, parce que je sais qu'il y avait des frères et sœurs dans le groupe, tout ça, et très rapidement, on a commencé à, je crois que Augustin et Christophe et Antoine ont fait un foot avec eux. Après, on a commencé à jouer au basket avec eux. Enfin, franchement, c'est ça a quoi la été problématique sur place? Pourquoi ce partenariat existe? Pourquoi cet échange existe? Parce que a priori, dans ce que vous me décrivez là, il n'y a pas besoin de vous. Bah en fait c'est Scampia, c'est déjà si on peut faire un petit brief sur Scampia, c'est quand même la banlieue où il y a le plus de drogue qui transite en Europe. C'est un quartier extrêmement difficile dans lequel on a des feux d'artifice tous les soirs, les rues sont très mal Faut préciser, les feux d'artifice, c'est pas des feux d'artifice de joie, c'est des feux d'artifice en rapport avec le trafic de drogue qui C'est ça. annonce certaines choses. les rues sont extrêmement sales. On a retrouvé des toilettes dans la rue. On retrouve souvent des résidus des résidus de drogue, etc. Et en plus dans ce quartier, la police est très peu présente. On a vu qu'une fois une voiture de police. Et on a beaucoup de squats et de bâtiments délabrés qui tombent en ruine. Et qui sont utilisés pour le trafic, et puis ce trafic il est tenu par la mafia, et donc une partie de la raison de notre présence était aussi éviter que ces jeunes soient captés par la mafia à la place de quand l'école s'arrête en été pendant leurs 2 mois de vacances, ils ont rien d'autre à faire. Parce que du coup, c'est en échange avec des frères. Quel est le travail des frères sur place au quotidien, 365 jours par an? Pendant l'année, ils tiennent, en fait, ça prend un peu la place d'une école. C'est-à-dire que pour tous les enfants qui ont arrêté l'école, il y en a beaucoup à 16 ans, ou même avant, quand ils avaient trop de difficultés dans des écoles normales. Et du coup, en fait, ils appellent ça l'école de la seconde chance. Les 2 frères font l'école assez jeunes pendant l'année. Et après, pour qu'ils puissent, dans le but qu'ils puissent réintégrer une école normale l'année d'après. Et du coup, pendant l'été, c'est plus un centre qui les accueille pour les occuper, en fait. En fait, moi, je voyais un peu ça comme un refuge, en fait, parce que c'est des enfants qui ont des problèmes familiaux quand même très lourds, je pense, à porter, surtout qu'ils sont très jeunes. Et du coup, ils pouvaient pas forcément rester chez eux, ou alors ils avaient vraiment pas envie. Et c'est vrai que traîner dans la rue toute la journée, c'est pas, ça a des risques. Enfin, surtout à Scampia, ils risquent d'avoir pas forcément des très bonnes fréquentations. Et du coup, ce centre, c'est un peu pour, ils puissent s'occuper la journée, retrouver. Je pense que le frère, il est un peu une figure paternelle. Avec Surtout le frère, il est très respecté dans le quartier. C'est un peu un lieu de refuge où en fait tous les dealers, même les membres de la mafia, comme ils sont très croyants, ils croient beaucoup en Dieu, ils respectent beaucoup le frère Enrico et surtout le frère Raffaele. Du coup, c'est un lieu où il peut vraiment être calme et être protégé au sein de murs, parce qu'à l'extérieur c'est un peu dangereux, quoi. Oui. Ça veut dire quoi? C'est un peu dangereux. Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous avez vu? C'est la veille de partir. En fait, comme c'était très sale, on a décidé d'organiser avec Laura une récolte de déchets. On a dit aux jeunes de venir avec nous et on a récolté les déchets dans la rue et les mettre dans les poubelles, etc. Donc on a fait juste le devant du centre parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses. Par exemple, juste devant, il y avait une voiture avec quelqu'un qui nous proposait de la drogue, qui proposait la drogue aux jeunes. Il y avait des coups de feu. Bon. Ouais, le soir, donc, il n'y a pas des coups de feu tous les soirs. Il y a eu une époque entre 2000 et 2010 où il y a eu un peu une guerre dans la mafia. Et donc là, à cette époque, c'était un quartier encore plus dangereux que ça ne l'est aujourd'hui. Donc il est encore très marqué par ça. Et il y a un peu des choses qui peuvent ressortir parfois de cette époque. Mais on n'est plus à ce point-là. Par contre, le soir, du coup, le point de deal, qui est la place centrale et qui est immense, est ouvert. Donc le soir, il y a... en gros, oui, ils font éclater des pétards, ils font des feux d'artifice et tout pour prévenir que la drogue arrive, pour dire qu'il se passe quelque chose, que la police n'est plus là ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est le soir. Et de jour, ça a l'air assez calme.
Et je pense que c'est justement le fait qu'il n'y ait pas grand monde dans les rues qui est le plus flippant. Les rues sont complètement désertes toute la journée en fait. Il y a vraiment très peu de monde. Et c'est vrai que c'est une ambiance assez particulière. Et même, je me souviens qu'il y a on voit pas mal de voitures qui ont, je sais pas exactement ce que c'est, mais qui avaient un espèce de grand cercle de métal autour du volant, en fait, pour pas se faire voler la voiture. Et j'avais jamais vu ça avant, nulle part. Et en fait, je pense que les voitures volées, c'est assez régulier là-bas. Donc c'est quand même un endroit où, en fait, c'est un quartier assez redouté. Je me souviens que je crois que les taxis viennent pas là-bas. La police n'y vient pas déjà. La police n'y va, ouais, pas trop non plus, quoi. Ouais, et puis les amis italiens à qui j'ai parlé de ce projet m'ont toujours dit, mais Scampia, vous êtes des malades, vous n'allez pas rentrer là-bas, vous n'allez pas ressortir vivant. Alors eux, ils sont très marqués par ça parce que quand il y a eu les gros problèmes, ça a été très médiatisé. Et donc ils ont une image encore pire de la situation que ça n'est vraiment. Et puis en plus il y a cette série Gomorrah qui donne une image encore pire de ce quartier, mais qui a été vraie en plus. Et on peut pas leur reprocher, mais c'est plus à ce point-là. Et donc ouais, il y a ce côté Scampia, c'est la mafia, c'est la mort. Est-ce que ça vous a pas aidé d'être avec justement donc le frère, vous m'avez dit Enrico, pardon. Du coup, vous avez une porte d'accès et puis aussi, je me demandais si la barrière de la langue finalement aide pas à baisser les préjugés. C'est-à-dire que on envoie le même groupe de jeunes en Seine-Saint-Denis où tout le monde parle français, l'accueil est peut-être plus difficile qu'en Italie où vous parlez pas la langue et donc il faut trouver d'autres moyens de communication. Il y a peut-être aussi moins de préjugés. Du coup, je me posais la question. Moi, je pense que c'est un peu vrai. Enfin, personnellement, j'avoue que je pense pas que ça se passerait pareil si on avait fait ça, oui, par exemple, dans les banlieues de Paris, où en fait, où on parle la même langue. Là, en fait, je pense que le fait qu'on soit français, ça passait avant le fait que, on n'est pas la même situation qu'eux. Et du coup, je pense qu'ils nous voyaient plus comme les Français, plutôt que comme des enfants assez privilégiés par rapport à eux. Et du coup, je pense que c'était quand même beaucoup plus facile le contact, malgré le fait qu'on ait du mal à communiquer, quoi. Et puis oui, pour ce qui est de la barrière de la langue, elle tient au début, au moment de la rencontre, et puis après, donc il y a Google Traduction, on essaie de trouver des moyens de se parler différemment. Elle tient pas très longtemps. Donc au quotidien, qu'est-ce que vous avez fait ? On avait 3 activités principales. On en a eu d'autres aussi, mais ça c'est vraiment celle où à peu près tous les jours on devait passer une demi-journée dans un de ces 3 endroits. Donc le premier c'était chez des sœurs qui étaient aussi dans le même quartier, pas très loin. Et donc quand on y allait, c'était en gros un centre aéré, un vrai centre aéré pour le coup, pour les jeunes enfants, qui prend les mêmes horaires que l'école normalement, mais du coup pendant l'été, et où ils font des jeux, ça fait partie d'une congrégation qui est partout en Italie, et donc il y a un système pédagogique où il faut à la fois laisser les enfants jouer entre eux, donc d'abord dans un premier temps de manière libre, puis ensuite il y a des temps où ils doivent se reconcentrer, où il y a donc ils passent un film et après ils doivent répondre à des questions sur le film. C'est un moment où ils doivent apprendre du coup à se calmer dans la pédagogie et à se concentrer. Surtout que c'est des quartiers où il y a des gros problèmes liés à la concentration des enfants, parce que oui, il y a tout le numérique, ils sont très accrochés au numérique très tôt, et donc c'est aussi un endroit où ils ont pas accès à leur téléphone. Même les petits ? Même les petits. Oui, les petits, ils ont tous un téléphone très tôt, en fait. C'est parce que, justement, le fait que le quartier soit un peu dangereux, dès que tu dois toujours être joignable. Et puis après, donc, c'est chrétien, donc il y avait un moment de prière, et puis des jeux plus organisés après, voilà. Et c'était donc des enfants du quartier, mélangés aussi à un groupe d'enfants roms qui venaient d'un camp qui était juste à côté. Et c'était un peu la partie soft, donc c'était assez gentillet. Après, on a fait quand même des grands moments chez les sœurs. On a eu des grands moments de football où en fait les garçons qui étaient quand même pas mal excités, on a tous eu la même passion du foot,
Et du coup, on a organisé des grands France-Italie dans lequel on bidouillait un peu les points pour qu'ils soient contents et qu'ils gagnent. Parce que s'ils perdaient, après ils voulaient plus nous parler, ils étaient un peu mauvais joueurs. On parle d'enfants de quel âge là? On a dû avoir des enfants de 5 ans 5 minimum, ans à mais il y en 12 avait ans, pas je beaucoup. pense. Ouais. Mais en gros, c'est ceux qui jouaient au foot, c'était des enfants de 10-11 ans, et en fait, tout le monde se réunissait autour du foot, et on faisait tourner, il y avait des grands moments de partage là-dessus. Et puis après, on a fait des batailles d'eau, on a fait pas mal d'activités, on a aussi été au parc, pour essayer d'avoir quelque chose d'assez varié, et puis qu'on puisse chacun partager déjà notre culture, partager des moments de solidarité différents, pour que vraiment on touche un peu à tout, quoi. Il y a peut-être quelque chose aussi, c'est que ces enfants, donc le foot en particulier, c'était un sport donc de garçons, donc ils étaient que des garçons au début. Et puis nous, on n'était que 3 garçons, donc on a fait jouer aussi des filles. Eux, ils avaient visiblement pas l'habitude de voir jouer des filles, mais bon, ça les a pas dérangés vu qu'on était les grands. Et petit à petit pendant le voyage, on a vu justement qu'ils essayaient d'inclure les filles après. Et je sais pas si c'est vraiment notre impact, mais ça peut avoir un lien quand même, je pense. Vous avez senti une différence entre les garçons et les filles là-bas? Une violence entre les deux. Oui. Bah en fait, il y a une vraie différence. Hein. oui. Les filles, elles sont pas du tout le même statut que les garçons. Enfin déjà, le frère Enrico nous disait que les filles sont sexualisées très très tôt. Enfin même des filles de 11 ans, 12 ans. Bah en fait, il y a pas d'amitié fille-garçon. Enfin c'est directement une relation amoureuse. Enfin et du coup c'est vrai que très jeunes, enfin elles avaient des remarques assez surprenantes. Enfin et oui par exemple ils comprenaient pas que dans notre groupe on soit pas forcément en couple avec les garçons quoi. Ils comprenaient pas l'amitié fille-garçon et même la relation, enfin le respect. Ils comprenaient pas que vous soyez un groupe mixte dans lequel vous n'étiez pas en couple. Bah en fait oui c'est ça. Et pour eux la femme c'est-à-dire ils avaient une relation il y a pas beaucoup de respect pour la femme. Enfin par exemple Augustin, tu peux peut-être raconter la fois où tu avais dîné chez Léo et sa relation avec sa mère qui était quand même assez surprenante pour nous. Quand on avait dîné chez Léo, on a mangé chez lui et puis on a beaucoup mangé puisque c'est un peu la culture, donc 4-5 plats. Et en fait du coup c'est des plats qui s'enchaînent, qui arrivent et qui viennent, qui repartent de la table. Et en fait quand on a essayé de débarrasser pour aider la mère, Léo, donc un enfant de seulement 11 ans qu'on avait rencontré, qui dit 14 ans mais qui a en 11 ans qu'on avait rencontré chez les sœurs, nous disait non laisse-la faire, elle est bonne qu'à ça. Et c'est une vision de la femme que du coup il a seulement 11 ans et il pense déjà ça quoi. Enfin c'est un peu problématique. Et puis elle est restée debout tout le temps. Pendant tout le repas, donc on est quand même arrivé à 20h, on est parti, assez tard. Et donc elle est restée debout tout le temps à nous préparer à manger, à laver ce qui était à laver, pendant qu'on était dans la même salle en train de manger. À servir. Elle s'est pas assise avec vous? Non, à aucun moment. Il y avait de la place, mais... Après, il y avait aussi une autre situation, mais un peu plus compliquée chez les Roms. Parce que chez les Roms, en fait, c'est une autre culture. Et les jeunes filles, dès qu'elles sont en l'âge de procréer, elles sont directement mises en couple et enceintes. Et donc, quand on a été chez les Roms, on a été très surpris par le fait qu'en fait des jeunes filles qui étaient plus jeunes que nous ou de notre âge étaient enceintes et avaient déjà 3-4 enfants. Et Madame Barthes, elle était considérée comme une arrière-grand-mère chez eux quoi. Donc, et comme les femmes tombent enceintes à 15 ans, à 30 ans en fait elles sont plus mères, en fait elles sont grand-mères. Ouais. À 45 elles sont arrière-grand-mères et donc à 60 elles sont arrière-arrière-grand-mères. Ouais, donc elle faisait elle avait l'âge de leurs ancêtres et elle était un peu mise à part pour cette raison, parce qu'elle a un peu ressenti, enfin les enfants venaient pas vraiment vers elle et tout, ils préféraient aller voir les plus jeunes. Et encore, du coup, pour les filles de notre groupe, ils étaient très étonnés que elles-mêmes ne soient pas en couple avec nous, mais là, c'était encore plus fort qu'avec les enfants italiens. Pour le coup, dans leur société, il y a une séparation encore plus explicite de les hommes et les femmes ne doivent pas traîner ensemble, à moins d'une relation conjugale mariée, quoi. Donc ils étaient étonnés aussi qu'elles soient pas enceintes ou qu'elles aient pas d'enfants. Ouais, c'est ça. Et en fait,
oui, pour eux, la femme doit être dépendante d'un homme. Enfin, donc, si c'est pas leur père, bah, c'est directement leur mari à partir de 14-15 ans. Et du coup, par exemple, qu'on soit un groupe de filles qui soient parties seules dans un autre pays, pour eux, c'était inconcevable. Avec que des accompagnatrices. Oui. Ouais. Femmes sans hommes. C'est ça. Ouais. Et puis il y avait donc Madame Favreau qui était enceinte et pendant, enfin ils l'ont su, enfin elle leur a dit à un moment parce qu'il lui demandait du coup si elle était enceinte. Enfin, une question qui a un peu tourné chez toutes les filles, mais elle du coup c'était vrai. Et ils étaient assez choqués du coup qu'elle soit partie dans un autre pays sans son mari. Vraiment, ils comprenaient pas pour le coup. Oui, parce qu'en fait, la femme est très objectalisée, c'est-à-dire que dans leur culture, la femme sert à faire des enfants, à s'occuper des enfants, à attendre le retour du mari. La femme est vraiment un objet que détient le mari. Bah, moi, je me souviens quand même que, enfin, même des tout petits, les garçons avaient la supériorité sur les filles. Enfin, même par exemple, je sais qu'il y a quelques fois où on portait les enfants parce qu'ils nous demandaient de les porter sur notre dos ou quelque chose comme ça. Et il y a des parents qui nous disaient non, enfin, en tant que fille, tu portes pas un garçon. C'était pas normal chez eux. Enfin, les garçons parfois pouvaient devenir un peu violents avec les filles quand ils étaient pas contents. Enfin, je me souviens que une fois, je jouais à la corde à sauter avec un garçon, un petit de 4-5 ans, quoi. Et il y a une fille qui me dit qu'elle voudrait jouer, mais elle me le dit pas devant lui. Et du coup, bah, je vais le voir et je lui dis, bah, c'est peut-être à son tour maintenant. Et comme le garçon était là, elle me dit non, mais je veux pas y aller, en fait. En fait, c'est-à-dire que quand les garçons étaient pas là, elle me disait qu'elle voulait jouer à la corde à sauter, mais devant lui, elle osait rien dire, alors qu'elle avait peut-être 5 ans de plus que lui, quoi. Donc, c'est-à-dire que la femme, que l'homme est supérieur à la femme, même quand l'homme en fait c'est un garçon de 4 ans et que la femme c'est une fille de 10 ans. Il y a la différence d'âge compte pas tant qu'il y a la différence de sexe. C'est ça. Ouais, et puis il y avait quand même une violence entre les deux, c'est-à-dire qu'une fois, mais il y avait une fille donc qui devait avoir un petit peu moins de notre âge, quelque chose comme ça, donc elle qui avait un enfant. Et donc je la vois parler avec un garçon qui s'énerve contre elle, qui lui arrache une touche de cheveux comme ça, et que elle n'aurait jamais pu faire. Enfin, c'est une violence qui va que dans un sens, homme contre femme, et même dans les relations conjugales après, il y a aussi cette violence qui est un peu institutionnalisée, enfin entre guillemets, et qui est que les hommes frappent leurs femmes et que c'est assez ordinaire. Voilà. Oui. Donc vraiment, genre, en fait, ils n'arrivaient pas c'est un mode de communication, la violence. À se contrôler. Déjà, encore, avec nous, il y avait un peu cette barrière de la langue, mais entre eux, ouais, il y a moins on va commencer par parler et après on verra si ça dégénère. Ça peut dégénérer tout de suite, enfin, plus facilement. Et est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous faisiez avec les Roms, du coup, parce que là, vous avez parlé des Italiens et des Roms. Ouais, donc c'était du coup le deuxième endroit où on allait. Si tu veux en parler plus. En fait, il y avait l'après-midi, il y avait tous les jours à peu près, il y avait un petit groupe de 4-5 personnes de Cœur de Roche qui partaient dans un camp de Roms qui était à une demi-heure de Scampia. Et en fait, c'était un immense camp de Roms. Je crois qu'ils étaient près de 500. Juste vraiment derrière 2-3 buissons à côté d'une nationale. Et ils vivaient tous dans des caravanes, dans des voitures ou dans des cabanes fabriquées avec vraiment rien. Et du coup, on passait l'après-midi là-bas et on jouait avec les enfants sur un grand terrain. Et en fait, ils étaient super contents de nous voir. Enfin, je me souviens la première fois que j'y suis allée, j'appréhendais un peu parce que déjà c'est un choc un peu de voir ça. Et en fait, je me souviens que dès qu'on s'est garé et qu'on a ouvert les portières, ils étaient déjà tous là à nous prendre la main, à nous emmener jouer. Vraiment, ils étaient super contents de nous voir. Pour eux, c'était vraiment l'événement de la journée, quoi. Et ils nous attendaient avec impatience. Enfin, en fait, c'était un peu la scène cliché des enfants qui sont contents de venir nous voir, enfin de voir les gens qui viennent les aider, les voir dans les films, tous les enfants qui accourent. En fait, cette scène cliché, c'est ce qui nous est arrivé vraiment. Et c'est pour ça qu'en fait, à chaque fois, on était très touchés par ce qui se passait parce qu'on voyait que malgré la misère qu'il y avait là-bas, malgré le fait qu'il y avait des piles d'ordures, que pour aller sur la genre d'esplanade, le genre de terrain d'herbe,
il fallait pas passer au-dessus des ordures, ça sentait très mauvais. Il y avait des enfants qui étaient tout nus, ils avaient pas de vêtements, etc. Qui pour boire de l'eau, ils captaient l'eau potable de la ville avec un tuyau avec de la boue à côté, etc. Bah, je me souviens aussi que en fait les enfants, ce que le frère Enrico nous avait expliqué, c'est que les enfants ils sont super, en fait jusqu'à à peu près 13-14 ans, ils se rendent pas compte de leur situation. Du coup ils sont super joyeux, ils jouent toute la journée, ils ont l'air vraiment heureux. Et en fait à partir de 14-15 ans, ils prennent conscience un peu de leur situation et de leurs conditions, en fait. Genre, ils se rendent compte que, qu'ils sont nés dans ce camp, ils vont vivre toute leur vie dans ce camp, et que le seul moyen pour survivre, ça sera de voler ce qu'ils trouveront, et que finalement, ils vont mourir dans ce camp, et ils ont pas vraiment d'avenir. C'est-à-dire que pour eux, avoir un rêve, c'était complètement inconcevable. Et c'est vrai qu'en fait, ils se rendent compte de ça vers 14-15 ans, et on voit clairement une différence entre ceux qui ont pas encore pris conscience de leur situation et ceux qui réalisent ça. Et le frère Enrico nous disait qu'il y avait un peu une lumière qui s'éteignait dans leur regard, parce que d'un coup ils passent vraiment de petits enfants super joyeux à vraiment à des adolescents mais qui ont l'air vraiment dépités et qui ont presque plus aucune joie de vivre, quoi. Ouais, et puis c'est des enfants qui sont pas scolarisés, ils ont pas de diplôme accessible. Déjà, ils sont très peu en contact avec les populations locales, ils sont vraiment méprisés et mis à l'écart. Genre à Scampia, quand on revenait de chez les camps de Rome, les enfants attendaient qu'on ait pris nos douches avant de venir nous parler, parce que on était allé voir les Roms. Et oui, du coup, ils ont vraiment pas la possibilité de s'extraire de leur position. C'est au-delà du fait qu'ils ont pas d'avenir, entre guillemets. Et alors, est-ce que vous savez ce qui les amène là? Parce que c'est de l'immigration, du coup. Illégale, je suppose. Oui, en fait, Et ensuite, est-ce que vous savez ce que le frère fait auprès d'eux? À chaque fois, c'est un peu la même situation. C'est-à-dire ils ont habité en France, ils ont habité dans d'autres pays, en Allemagne aussi, pas mal. Mais c'est pas, ils ont pas spécialement la nationalité, donc ils sont très peu protégés. Donc le frère est là pour les aider, pour leur situation administrative. Surtout qu'ils sont un peu rejetés des endroits où ils se retrouvent à chaque fois. Enfin là, ils avaient été bougés il y a très peu de temps d'un autre endroit qui était un peu plus avantageux quand même pour eux, qui était pas juste à côté d'une nationale sans eau courante. Un autre camp qui a été détruit, tu veux dire? Et donc ils ont été mis là. Ils sont une situation très irrégulière quand même. En fait, ce que nous disait le frère, c'est qu'ils sont constamment. Ils s'installent et la police a pas tellement le choix, mais doit leur demander de partir. Et du coup, ils vont réinstaller leur camp autre part. Et c'est constamment comme ça. Ils sont tout le temps repoussés de plus loin. En fait, c'est un peu les oubliés de Naples. C'est-à-dire que l'État s'en occupe pas vraiment et essaye de repousser un peu le problème plus loin en les chassant. Et en fait, ils ont même pas de papier. Du coup, c'est là que les frères interviennent et les aident à faire tous les documents administratifs pour récupérer des papiers. Et s'ils vont pas à l'école, je suppose aussi qu'ils sont analphabètes. Oui, aucun savent lire ou écrire. Mais en fait, en soi, c'est un peu un cercle vicieux parce que comme ils sont rejetés un peu dès le début par le gouvernement et qui vont de camp en camp, en fait, quand un enfant naît, il est pas enregistré, donc en fait, concrètement, il n'existe pas. Donc du coup, ils ont pas vraiment de nationalité. Et après, du coup, ils peuvent pas aller à l'école, ils peuvent pas avoir de santé. Parce que si leur naissance n'est pas déclarée, en effet, ils peuvent pas être inscrits à l'école, ils peuvent pas avoir de pièce d'identité. Quand on est parti au Cameroun en 2014, nous c'était les Baka, c'est-à-dire les pygmées du Cameroun, qui étaient un peu sédentarisés de force par le gouvernement. Et parce que dans leur culture, eux, ils étaient nomades, et donc ils se déplacent au gré des cueillettes à faire, et puis ils avaient des enfants qui n'étaient pas non plus déclarés, donc les naissances n'étaient pas déclarées, donc on était un peu dans les mêmes problématiques. Mais la sédentarisation avait du coup favorisé les petits boulots, l'alcoolisme, etc. En fait, de les priver de
de leurs origines, de leur façon de vivre, de vouloir les faire rentrer dans un moule en si peu de temps, si peu d'années, et de les sédentariser au bord des routes. Finalement, ça avait augmenté les problématiques d'alcoolisme, d'hygiène, parce que ils avaient l'habitude du coup d'être nomades et de faire leurs besoins dans les bois, etc. Là, ils devenaient sédentaires, mais du coup, ils avaient l'habitude aussi de faire leurs besoins là où ils habitaient, sauf qu'en fait, après, ils bougent plus. Donc au niveau de l'hygiène, la contamination de l'eau, etc., ça posait des problématiques. Vous en avez vu des problématiques de ce genre sur les populations de Rome? Ouais, d'hygiène. Complètement, oui. Enfin, ils étaient, je sais pas vraiment s'ils se douchaient, mais ils vivaient dans la boue en fait. Et encore là, on y allait, enfin pendant l'été, donc il faisait plutôt beau. Mais par exemple, les jours où une fois il avait plu et le frère nous avait dit qu'on n'allait pas au camp parce que ça allait être de la boue. Et en fait, donc ils vivaient dans la boue parce qu'ils avaient pas vraiment le choix. Et du coup, oui, c'est vrai que tout était très sale, leurs vêtements, leurs habitations, etc. En fait, ils ont un point d'accès à l'eau courante, donc ils volent à la ville. Donc déjà, même ça, c'est pas régulier. Et ce point, c'est un robinet qui coule un filet d'eau. Oui, mais qui donne sur un robinet. Et donc, ils ont ça pour se doucher, pour boire, pour tout ça, pour 500 personnes. Est-ce que ça vous avait fait faire un parallèle à ce moment-là avec les camps qu'on voit en banlieue parisienne, le long des autoroutes, le long des nationales? Vous y avez pensé à un moment donné ou c'est resté deux sujets très séparés dans votre esprit? C'est vrai que je pense moi personnellement, j'ai jamais vu en tout cas un camp. J'ai jamais été confrontée à une telle pauvreté entre guillemets. C'est-à-dire qu'on voit on en voit bien sûr à Paris. Pour moi, c'était quand même pas pareil. Personnellement, j'ai jamais eu de contact avec des personnes vivant dans ces camps. Et du coup, ça m'a moins marqué, je pense. Là, on voyait tous les enfants, leurs conditions de vie, et ça les et c'était fou de voir qu'ils étaient quand même incroyablement généreux et gentils. Je me souviens qu'ils nous ont déjà proposé, ils nous proposaient de l'eau fraîche, ils nous avaient proposé de dîner avec eux le dernier soir, je me souviens. Une fois, un petit garçon a voulu m'offrir une glace. Et ils ont rien et pourtant ils veulent quand même nous donner ce qui pourrait nous faire plaisir, quoi. Et c'est fou de voir ça. Eux, ils étaient vraiment au milieu de nulle part, isolés, sans rien. Leur seule possibilité, c'était le vol ou la manche que les femmes pratiquaient dans la ville. Mais vraiment, ils étaient isolés. Et je trouve que c'est vraiment la plus grosse. Et puis la différence, c'est aussi que d'un côté, vous êtes rentré dedans. Ouais, c'est ça. Et de l'autre, non. Donc évidemment, les sentiments qui se développent quand on est confronté et quand on est en interaction avec les personnes qui y vivent sont bien différents que des sentiments qu'on peut développer quand on passe en voiture et qu'on voit de loin des baraques. Puis on se rend compte de l'ampleur du problème. Enfin, c'est-à-dire que les enfants, une fois qu'ils ont du coup pas été scolarisés pendant 15 ans, c'est-à-dire que ce retard, il est plus rattrapable pour eux. Et donc on est sûr que eux au moins vont rester dans cette pauvreté pour le reste de leur vie. Ça veut dire qu'on sait que pendant au moins 50 ans, il y aura à ce point cette pauvreté-là qui va rester à cet endroit. On sait que c'est périn. Ouais, parce que le fait qu'ils aient pas appris à lire, à écrire, qu'ils soient pas recensés, c'est impossible pour eux de s'insérer dans la société telle qu'elle existe à Naples, en fait. Okay. Et donc le troisième axe, parce que là vous avez parlé des sœurs, du coup il y avait le campement de Rome. Et du coup, il y avait les après-midi où on restait, et les matinées en fait où on restait chez les frères à Casar Cavalleno. Et du coup, là, c'était plus des plus grands qui venaient. Ils avaient entre 10 et 17 ans, je pense. C'était vraiment un petit groupe. En fait, comme il y en avait qui avaient presque notre âge, c'est presque devenu des amis. Plus que on était des animateurs. Ils avaient le même âge que nous. Et du coup, c'était vraiment une après-midi. On était avec des amis, on faisait des jeux, on jouait au basket avec eux. Ils étaient hyper sympas. Je me souviens, il y avait vraiment une hyper bonne ambiance et tout. J'aimais beaucoup passer l'après-midi là-bas, moi, par exemple. Et alors, qu'est-ce que vous en retirez d'un point de vue personnel de cette expérience ? Moi, je pense que on en tire vraiment un enseignement sur. En fait, on se rend compte un peu à quel point on vit dans un monde matérialiste. C'est-à-dire que nous, on a accès à pratiquement tout. C'est-à-dire, on n'a jamais faim,
on a de la nourriture, on a des habits, et là-bas, bah, ils ont rien, et pourtant ils arrivent quand même à être heureux. Et même si, bien sûr, ils ont pas de rêve, et c'est super triste à voir, et c'est pour ça qu'on était là aussi, c'était pour essayer de leur montrer que c'est possible d'avoir des rêves. Mais en tout cas, ce que le frère nous expliquait aussi, c'était que même après ce voyage, si on tirait aucun enseignement, on aura aidé bien sûr pendant 2 semaines, mais c'est pas ce qui compte vraiment, c'est de comprendre et de réaliser à quel point il faut à quel point la situation dans ces endroits peut être dramatique, et aussi de se rendre compte de la chance qu'on a, et de savoir apprécier tout le confort qu'on a. Est-ce que Alexandra, t'as l'impression d'avoir été un rôle modèle pour les femmes peut-être là-bas, c'est-à-dire d'avoir été un exemple que autre chose est possible, puisque vous disiez qu'il y avait beaucoup d'inégalités hommes-femmes? Franchement oui, c'est ce qu'on nous disait en tout cas, c'est que en fait, en venant ici, on sert un peu de modèle pour leur montrer que, surtout quand ils vivent par exemple dans les camps de Rome, je pense qu'ils apprennent aussi de leurs parents. S'ils voient leur père avoir une certaine attitude avec leur mère, ils vont forcément répéter cette attitude. Et je pense qu'en voyant des plus grands qu'eux avoir une attitude un peu différente, c'est-à-dire un respect mutuel entre l'homme et la femme, ça leur apprend à changer leur comportement. Moi, je voulais dire que pour moi, ça m'a vraiment montré les priorités qu'il y avait dans la vie. C'est-à-dire que avant, on pouvait, à Paris, en fait, on se concentre vraiment sur la réussite, etc., sur le fait que, sur les choses matérielles. Et en fait, on voit vraiment que les gitans, même sans le matériel, ils étaient quand même, les enfants, ils étaient heureux, ils arrivaient à être heureux malgré le fait qu'ils étaient dans cette misère. Et du coup, moi, ça m'a fait tout revoir les choses principales de la vie, et à quoi il faut donner de l'importance et quoi il faut pas donner de l'importance. Je pense que c'était aussi important d'avoir cette expérience aussi pour déconstruire les préjugés qu'on avait aussi nous sur eux. C'est-à-dire que on va dans une banlieue chaude d'Europe, on avait une très mauvaise image en venant, on en repart, on sait plus ce que c'est. J'aurais du mal à définir Scampia comme ça, mais c'est une vision vécue plus qu'une vision par les médias qui diabolisent l'endroit. Vraiment. Ça, et en plus, du coup, on se rend compte qu'en fait, c'est les jeunes qui sont là-bas, c'est des jeunes vraiment comme nous, qui ont les mêmes rêves que nous, qui ont les mêmes intérêts que nous. Et en fait, c'est comme ça qu'on a aussi pu se rapprocher d'eux, c'est que vraiment, on est pareil qu'eux. C'est juste qu'on a des situations différentes, à des endroits différents. Et c'est ça surtout qui nous a touchés, c'est que vraiment, ils sont semblables à nous. Pendant cette année de témoignage, je crois qu'on va essayer d'organiser avec Madame Le Sage des rencontres dans les classes où on présente notre film au collège pour leur montrer de ce qu'on a fait. Est-ce que vous avez des échanges prévus avec le réseau Lassalien? D'autres équipes qui sont parties ailleurs? Alors on sait qu'on a un rôle normalement vis-à-vis de l'équipe suivante pour remotiver la promotion d'en dessous, mais ce travail a déjà été fait donc cette année puisque le projet est reparti tout de suite. Il y a déjà un groupe qui s'est reformé, voilà. Et donc un groupe de secondes là qui se prépare. On aura moins ça à faire, mais dans l'esprit de Cœur de Roche, il y a aussi le fait que l'équipe qui précède passe la main à la suivante comme ça pendant cette période de présentation, de compte rendu. Et après, on a aussi un autre projet, mais après, on sait pas si ça va vraiment être viable ou pas. Mais on veut peut-être tous repartir l'année prochaine. Bon, on va voir comment on peut faire, mais l'été prochain, on veut tous repartir au moins une semaine pour aller revoir les enfants. Ou sinon, il y a un autre truc, mais je crois que ça c'est encore moins viable, qui est que nous on refait un projet où on récolte de l'argent et on essaie de faire venir quelques-uns ici à Paris pour leur faire découvrir autre chose que Scampia, parce qu'il y en a certains ils sont jamais sortis de leur quartier, et du coup pour leur faire découvrir un peu là où on vit et ce qu'ils rêvent, genre j'ai encore des contacts avec Léo, celui qui avait 11 ans, qui nous a invités chez lui, qui me demande de lui envoyer des photos de la Tour Eiffel, etc. Donc en fait c'est un peu un rêve, et c'est un peu en fait la possibilité de voir un monde autre que ce
que ce qui. On voit que ça vous a ouvert l'esprit, ça vous a permis de sortir un petit peu de ce quartier, de Paris. On sent que vous en ressortez grandi avec beaucoup de maturité et que sans doute ça va être une vision complémentaire à tout ce que vous avez vu jusqu'à présent dans votre avenir. Merci beaucoup de votre témoignage. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode 6 sur le témoignage du groupe Cœur de Roche 2021. Comme nous l'avons dit dans l'épisode, un nouveau groupe d'élèves de seconde est déjà constitué avec leurs 3 accompagnateurs, Violaine de Nanteuil, Sybille Tarbé de Saint-Ardouin et Arnaud Canton. N'hésitez pas à les soutenir dans leur récolte de fonds, car, comme vous l'avez compris, ils ne connaîtront leur destination qu'en 2022 pour un départ en juillet 2023. Et puis, comme toujours, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour le faire connaître. Un grand merci pour votre soutien et vos écoutes de plus en plus nombreuses.